Alors, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo de l'année, j'espère que vous avez tous passé un bel été. Et quoi de mieux pour la commencer qu'une petite vidéo qui va me permettre de revenir sur l'objectif de cette chaîne YouTube. Car oui, récemment on m'a un peu accusé d'avoir un ton élitiste dans mes tweets, notamment en sous-textant que la culture populaire était forcément de moins bonne qualité que la culture dite élitiste, qui ne serait pas accessible pour tout le monde. Et j'avais tweeté un peu énervé en répondant à un tweet justement qui disait qu'il ne fallait pas écouter les bourgeois proposer d'autres œuvres et que relativiser en permanence sur les goûts des uns et des autres sans jamais écouter d'autres personnes, potentiellement vous proposer des trucs intéressants, et bien c'était empêcher le hissage culturel vers le haut aux gens. Et il n'en a pas fallu plus pour que ça fasse réagir. Et d'ailleurs en ce moment je vois beaucoup de tweetos relancer le débat en disant que le cinéma c'est bon pour tout le monde aime, tout le monde a donc son mot à dire dessus, n'en déplaise aux élitistes ou aux puristes, etc. etc. Bon, donc je vais un peu revenir sur ça car j'ai l'impression qu'on mélange un peu tout. Déjà, c'est quoi l'élitisme ? Par définition, l'élitisme c'est une idéologie qui soutient l'accession au pouvoir des personnes jugées comme supérieures, ou du moins comme les meilleures. Le sens du mot est d'ailleurs assez proche de celui de l'aristocratie qui désigne en fait le gouvernement qui serait par définition supérieur intellectuellement au peuple qui aurait du coup parfaitement le droit de le diriger, car le gouvernement appartiendrait à l'élite. Par exemple, en France, le pays est réputé dans le monde comme ayant un système éducatif très élitiste. Il est d'ailleurs souvent cible de certaines controverses, il y a plusieurs courants critiques dans l'histoire qui ont demandé des assouplissements à ce niveau-là. Bon, vous voyez qu'avec cette définition, c'est un peu difficile d'associer ça au cinéma de base. Un cinéphile élitiste serait donc quelqu'un qui soutient l'accession au cinéma par une poignée de gens de sa classe sociale, mais surtout il aimerait que sa classe en garde le monopole. Alors peut-être que ça existe, mais je ne me considère pas du tout comme quelqu'un étant comme ça, et la plupart des gens défendant le cinéma d'auteur et critiquant sévèrement les blockbusters par exemple, ne sont pas élitistes puisqu'ils cherchent justement à faire découvrir d'autres œuvres aux gens et à critiquer l'industrialisation de la culture à plus grande échelle, ce qui est pour le coup un fait assez concret et d'ailleurs souvent critiqué par les sociologues. Et c'est un peu mon objectif sur cette chaîne, c'est chercher à vous faire découvrir le cinéma français déjà, mais surtout la manière d'appréhender le 7e art. Aujourd'hui, il est perçu comme étant un art à but seulement divertissant, alors qu'il peut proposer des tas d'autres choses par l'image. La culture appelée souvent populaire, comme Marvel, c'est en réalité une culture de masse, elle est mercantile. Et Christopher Lasch, un sociologue américain, a critiqué par exemple le fait que la gauche se soit mis à défendre la standardisation de cette culture de masse sous l'argument du multiculturalisme. En gros, cette façon de dire que tous les goûts se valent, qui est un avis évidemment défendu par la bourgeoisie, participe dans la culture à ranger les gens forcément dans des cases sociales, sans jamais qu'ils n'en ressortent, parce qu'on justifie leur goût en fait. En gros, il faudrait une culture du pauvre et une culture du riche, chose que Christopher Lasch réfute, car pour lui la culture populaire, qui est en réalité une culture issue des classes populaires, peut très bien être récupérée par les élites, comme ça a pu être le cas pour l'opéra à une époque, mais aussi par l'industrie et donc devenir une culture de masse. Il écrit notamment ça. Les enseignants américains invoquent des slogans démocratiques pour justifier en pratique des programmes qui condamnent la plupart de nos concitoyens à un quasi-illettrisme. Ils en appellent au dogme du multiculturalisme dans le but de justifier l'échec massif de l'enseignement public. Pour lui, la culture de masse enchante le capitalisme car il favorise l'individualisme et la consommation. Je vous invite grandement à lire son bouquin là-dessus, et si jamais vous n'arrivez pas à vous le procurer, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de Charles Lacroix qui résume pas mal la vision de Christopher Lasch. C'est très intéressant et vous apprendrez pas mal de trucs et pas mal de définitions. Mais du coup, soyons un peu plus clairs. La culture populaire est donc par définition la culture du peuple, qui est contraire à l'élite. Et le but pour moi, c'est de faire passer certains amateurs de la culture de masse à celle de la culture justement plus populaire. Car le cinéma en grande majorité est utilisé par le peuple pour défendre des idées, des émotions, filmer du beau, du moche, du sale, du propre, par le prisme de l'image et de l'art. Et c'est ça que j'essaie de faire avec cette chaîne YouTube, c'est faire sortir les gens de ce que l'élite impose au peuple en ce moment au cinéma. Il faut se réapproprier la culture en s'excluant de ce que le capitalisme propose. Raison d'ailleurs pour laquelle je ne tombe pas dans la facilité en disant qu'il faut absolument voir des films de cinéphiles pour mieux comprendre, comme peut l'être, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace par exemple. C'est pas très intéressant parce que c'est pas vraiment la vision que j'ai du cinéma. Il ne faut pas forcément voir des films très spécifiques pour devenir cinéphile ou pour accéder à une autre culture. L'intérêt pour moi, c'est de développer une curiosité vers cette culture qui semble inaccessible alors qu'elle peut l'être pour tout le monde. Et cette politique de relativisme souvent faite par ceux prônant la culture pop, qui est du coup en réalité la culture de masse, estime qu'il ne faut pas écouter ceux qui souhaiteraient vous faire découvrir des choses qu'ils jugent plus intéressantes, alors que pour moi, accepter ça, c'est déjà s'émanciper de son confort habituel et de sa classe sociale. Un film peut être particulièrement lent ou bien dur et vous procurer des émotions que vous n'auriez jamais soupçonnées avant par exemple.
Aujourd'hui, le cinéma de masse ne vous procure jamais rien à ce niveau-là, car il conserve des formes identiques dans sa structure narrative et aussi dans sa mise en scène. Je souhaite remettre le mot divertissement à jour pour vous montrer que l'on peut se divertir et vivre des choses de manière bien différente de ce que nous propose le cinéma mainstream, qui est dangereux. Dangereux car il atteint notre cerveau sans que l'on s'en rende vraiment compte. Il installe une sorte de normalité de ce que devrait être le cinéma d'action, par exemple pour ce qui est de Marvel, et c'est une forme de soft power car il met en avant la surproduction américaine, et ce sont encore eux qui dominent les entrées chez nous en France. Bonjour, je suis GimFocus post-tournage de la vidéo pour vous donner quelques petites précisions. Comprenez évidemment que ce que j'analyse ici, ce n'est pas qu'une question de goût, mais c'est une question vraiment de politique et d'analyse sociologique. Vous n'avez pas à prendre ça pour vous en tant que personne, je ne juge pas évidemment directement ceux qui regardent des films comme ça, mais il faut pour moi dénoncer les failles de ce système et dénoncer ce que ça donne et ce que ça implique aux gens de regarder ça régulièrement. Mon but, c'est évidemment pas de transformer tous les gens en fans de Godard ou en fans de Kubrick ou en fans de cinéma super lent, c'est pas ça du tout l'objectif, mais de montrer les effets néfastes du système du cinéma de masse, tout en vous proposant des alternatives qui peuvent vous intéresser si de base vous partez de ce genre de production. Parce que évidemment, je comprends très bien que tout le monde n'a pas les mêmes repères culturels et que tout le monde peut être très vite paumé dans tous les choix qu'il y a de films. Et si j'ai des commentaires sous les vidéos qui me disent qu'en général ils veulent justement s'émanciper de tout ça, c'est la preuve que ça fonctionne et que ça finit par attiser la curiosité des gens. Mais ce que je souhaite aussi vous montrer, et ce qui est potentiellement le plus dur à entendre, c'est qu'il y a des avis, des critiques qui peuvent se valoir plus que d'autres. Il y a effectivement des hiérarchies dans la pertinence des critiques et du retour sur des films. Et c'est en fait difficile à entendre car justement ça laisse penser qu'analyser un film revient à une poignée de personnes supérieures à d'autres. C'est pas vraiment une question de supériorité, mais plus de pertinence. Quelqu'un qui aura dévoré du cinéma divers et varié de différents pays, de différentes époques, aura une analyse forcément un peu plus construite, car il aura appris et aiguisé son sens de la mise en scène, beaucoup plus que quelqu'un qui regarde que quelques films par an. Et c'est normal en fait, c'est valable pour tous les arts. Moi par exemple, j'ai du mal à avoir une critique pertinente sur la musique, pour reprendre un art populaire. Je ne me prive pas d'écouter des types qui en parlent car ça peut m'intéresser et me donner des clés de compréhension ou bien de sensibilité. Et c'est ce que j'ai fait pour le cinéma d'ailleurs étant plus jeune. Et c'est pas parce qu'on admet ça qu'on est élitiste, car on estime justement que ça peut être accessible à tout le monde si on prend le temps d'écouter plus de personnes et d'arrêter de bouder en restant dans son coin et en écoutant ceux qui vous diront de ne pas nous écouter ou qui vous diront de rester dans votre confort. Alors évidemment, je précise que évidemment même ceux qui ont une grande culture, même ceux qui ont regardé beaucoup de films, on ne peut ne pas être d'accord avec leurs critiques ou avec leurs avis sur des films. Je reprends l'exemple de Bégodeau que j'avais déjà cité dans une précédente vidéo, mais par exemple, je sais qu'il a plutôt apprécié The Batman et qu'il a détesté Joker. Moi, c'est plutôt l'inverse, j'ai pas spécialement apprécié The Batman, j'ai plutôt aimé Joker. Disons que ça ne fait pas une unanimité dans un moule, justement. On peut avoir quand même des avis et des critiques très différentes. Ce qui va être intéressant, c'est juste les arguments que vous apportez et la pertinence de votre propos. Et je pense qu'effectivement, par rapport aux arguments que vous allez apporter, il y a des choses qui sont un peu plus pertinentes que d'autres. Mais je dis ça, je me mets totalement dedans. Je sais parfois que mes propos pour par exemple justifier le fait que j'aime Joker, me semblent pas très pertinents par rapport à ce qu'on peut lui reprocher. C'est une sorte de remise en question pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé le film nul à chier par exemple. Moi je trouve ça intéressant et je trouve ça toujours très riche. Et c'est pour ça que je critique aussi Marvel, c'est que pour moi les arguments pour les défendre en général, du moins les gens qui essaient de le défendre, moi je trouve pas ça toujours très pertinent. Parce que chaque fois ça part du postulat que c'est fait pour détendre, que c'est fait pour poser son cerveau sur la table, qu'en fait on accepte de se faire avoir tant qu'on passe un bon moment. Moi je trouve pas ça pertinent. Je trouve pas ça pertinent parce que justement c'est des arguments qui justifient la culture de masse. Et que pour moi ça enchante forcément la bourgeoisie de savoir qu'il y a des gens qui sont ok pour se faire avoir par un procédé marketing tant qu'ils passent un bon moment. Justement, c'est là où c'est un peu compliqué. Je pense que ce sont des avis qui sont très biaisés. C'est ça que je critique, c'est justement cette fâcheuse tendance qu'ont certaines personnes à dire qu'il faut pas essayer de chercher à droite ou à gauche, qu'il faut aimer ce qu'on veut et rester dessus si on est heureux. Mais pour moi, ça, c'est un comportement élitiste, car il induit par défaut qu'il y a des personnes faites pour la culture de masse, pour grossir le trait, et d'autres qui seraient pour le cinéma d'auteur ou le cinéma d'art et d'essai, etc. Alors que pour moi, non, tout le monde en est capable. Il faut juste se permettre une ouverture d'esprit pour se dire qu'il est possible d'aimer des films qui soient différents de ce que l'on regarde d'habitude. C'est juste le développement et l'émancipation culturelle qui m'intéressent. C'est ça, le hissage vers le haut. Et c'est pour ça que pour moi, il me paraît assez improbable qu'en aiguisant en fait son sens critique et son sens un peu de la mise en scène en regardant d'autres films, on arrive de nouveau à défendre Marvel. Parce que quand on regarde d'autres films, on se rend compte que Marvel base beaucoup ses ressentis esthétiques, ou du moins ses ressentis d'émotion du spectateur, sur des procédés de marketing. Et le problème, c'est que c'est souvent accepté par les gens qui regardent. Ils en sont conscients, mais c'est pas très grave parce qu'ils kiffent. Pour moi, c'est un petit problème. Et on peut prendre l'exemple de Spider-Man No Way Home qui a beaucoup été apprécié par les fans. Et je pense notamment à
une discussion que j'ai eue avec un ami, salut si tu regardes cette vidéo, qui me disait qu'il était parfaitement conscient en fait que c'était un peu un attrape-pigeon, que c'était vraiment un film juste fait pour le marketing, mais qu'il a quand même passé un bon moment parce qu'il a vu des désirs d'enfance se résoudre, avec notamment l'arrivée du multiverse et des 3 Spider-Man en même temps, et des 3 acteurs, tout en admettant que c'était archi pauvre narrativement, mise en scène, etc. Et pour moi c'est un problème parce que c'est un exemple type d'un film qui s'adapte au marché de l'offre et de la demande, et qui incite du coup par définition à la consommation parce qu'on répond à une offre du spectateur, mais sans jamais proposer autre chose. On leur donne juste ça sur un plateau, et ben c'est bien, ils seront contents et tant mieux pour eux. Mais quand on découvre toutes les émotions que peuvent procurer d'autres films sans avoir ces aspects marketing, en revoyant des Marvel, on se rend compte qu'en fait ça ne repose sur pas grand chose. Sur déjà des aspects marketing, mais aussi sur une dédramatisation constante des scènes dramatiques avec des blagues, etc. Et avec une mise en scène toujours très répétitive. Et je critique souvent Marvel en tant que système déjà car il fait beaucoup de mal à la production cinématographique et il défend justement une culture de masse, mais aussi en tant que cinéma tout court parce qu'ils se ressemblent tous, ils ne proposent rien, ils bloquent les gens sur des suites pour les obliger à tous les regarder pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Et même si ok, certains se démarquent parfois car un réalisateur ou une réalisatrice a réussi à mettre un peu de sa mise en scène, les résultats restent toujours les mêmes et ils dépensent une quantité astronomique d'argent. Et le concept marketing me répugne et c'est pour ça que je propose aux gens d'autres moyens de se divertir, d'abord par le biais d'autres films qui pourraient leur plaire et leur apporter peut-être une sensibilité quelque part. Beaucoup de films ont une mise en scène qui est particulièrement efficace, tout en abordant une ambiance assez universelle que les gens peuvent connaître. Je pense notamment à Asbestas, excellent film de cette année, qui a une mise en scène lente mais qui instaure une ambiance particulièrement angoissante et stressante que la plupart des gens connaissent en allant voir des thrillers. Donc du coup, on n'est pas totalement perdu si on n'a pas l'habitude de voir des films comme ça d'auteur. Mais tiens, je me suis arrêté un peu tôt sur Asbestas, mais parlons de ce film un peu plus en profondeur, parce qu'en fait, il pourrait faire un parallèle intéressant sur ceux qui pourraient dénoncer ma démarche. De quoi parle le film Asbestas exactement en fait? Il parle d'un couple de bobos qui viennent s'installer en campagne de la Galice en Espagne, qui est une campagne très profonde, dans un petit village un peu abandonné. Et ils sont pas très bien accueillis par tous les villageois, parce que certains y voient là justement un choix de leur part d'avoir emménagé ici, alors que pour eux, dans leurs conditions sociales dans lesquelles ils sont, eh ben ils peuvent pas faire autrement. Leur classe sociale fait qu'en fait ils sont un peu condamnés à rester dans ce village et y voir du coup des petits bobos arriver planter leurs petites tomates. Il y a une espèce de lutte de classe physique qui se fait. Mais ça c'est un peu le postulat de base, mais on apprend dès le début du film qu'en fait il y a quelque chose qui a aggravé la situation, c'est qu'une entreprise capitaliste a proposé de racheter le village pour pouvoir y planter des éoliennes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah du coup il y a eu un vote pour estimer pour les villageois quel était le meilleur choix à faire. Et c'est là en fait où il y a une lutte très intéressante, et là aussi où le film est très bien foutu, c'est qu'en fait les bobos parisiens ont voté non pour cette proposition de parc éolienne, alors que beaucoup de villageois avaient voté oui. Pourquoi ils avaient voté oui? Ils avaient voté oui parce qu'ils voyaient là un moyen de s'émanciper de leur classe sociale, de pouvoir enfin avoir un peu d'argent pour espérer vivre autre part et espérer vivre autre chose, que de vivre pour toujours à labourer les champs et à s'occuper des vaches et à se faire bousiller le dos. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Bah il y a les bobos parisiens qui se ramènent et qui eux disent non, il faut pas faire ça parce que c'est une entreprise capitaliste qui profite de la pauvreté des gens, etc. Donc on refuse complètement. Et en fait ce qui est super intéressant, c'est que les deux avis se valent. On comprend autant l'avis des bobos parisiens dans le sens où on comprend le fait qu'ils ne veulent pas que des pauvres gens issus de la classe prolétaire soient rachetés par une entreprise capitaliste, mais en même temps on comprend totalement les villageois qui sont très en hargne justement contre ce couple de bobos, parce que eux ça fait 50 ans qu'ils sont dans le même village, ça fait 50 ans qu'ils font la même chose, ils n'ont jamais eu le privilège de pouvoir avoir une éducation dans l'école, ils n'ont jamais pu avoir le privilège de partir vivre dans des plus grandes villes, et au moment où ils ont l'occasion d'avoir assez d'argent pour pouvoir s'émanciper de leur classe sociale, et ben en fait il y a un couple de bobos issus d'une classe supérieure qui vient leur bousiller de nouveau la vie. Et c'est de là d'ailleurs que va naître toute la tension du film. Et vous voyez où je veux en venir, je pense qu'il y en a qui vont me critiquer sur le fait que je profite de ma classe pour essayer de donner un peu aux gens qui seraient un peu d'en bas des choses intellectuelles. Sauf qu'il y a quand même quelques différences. Déjà, Marvel incite à la consommation, ça coûte cher. Ça demande aussi du temps, il faut aller se déplacer au cinéma. Pour les séries, il faut payer des abonnements. Alors que la plupart des films que j'aimerais vous conseiller ou que je peux vous proposer sont sur internet et coûtent en général entre 1 et 4 euros. Donc ça fait quand même déjà une petite différence. Et surtout, on a le fond du truc, c'est que pour moi, ça permet de s'émanciper de sa classe sociale. Ça permet d'éviter de laisser les gens dans des cases. Les bobos parisiens ont de très bonnes intentions en refusant l'entreprise capitaliste de profiter des villageois. Mais en faisant ça, ils condamnent en fait les prolétaires à rester dans leur classe sociale et dans leurs conditions sociales.
alors que eux ne rêvent que d'une chose, c'est de s'en émanciper justement. Bref, c'est un film super intéressant, vraiment, allez le voir au cinéma si ce n'est pas encore fait. Ou dans un autre style, parler de films plus anciens, qui paraissent sur papier inaccessibles, alors qu'ils peuvent traiter de sujets sensibles et populaires encore aujourd'hui, avec une mise en scène abordable pour tout le monde, comme notamment La Vérité, que j'estime être un des plus grands films français, un film judiciaire qui traite en toile de fond la liberté sexuelle au travers d'une ambiguïté constante entre la femme qui est accusée et l'homme victime du meurtre. Pendant 2 semaines, vous vous refusez à Gilbert. Pourquoi? Vous vouliez vous faire désirer? Monsieur le Président, une précision. Dans quel délai est-il loisible à une jeune fille de se donner? Parce que 3 jours, c'est trop court. Elle se conduit comme une fille. 15 jours, c'est trop long. On la traite d'allumeuse. Alors, j'aimerais connaître la jurisprudence. Maître, encore une fois, laissez répondre votre cliente. Enfin, mademoiselle, vous n'êtes pas une vertu très farouche? Pourquoi faire attendre celui-là? Le seul que vous prétendez avoir aimé. Il me semblait qu'avec lui, ça devait être différent. Et au fur et à mesure de si ça les intéresse ou pas, d'entrer un peu dans un domaine du cinéma qui n'est peut-être effectivement pas donné à tout le monde, mais tout simplement parce qu'il s'agit de quelque chose d'assez minoritaire. Ce n'est pas une question d'élitisme, il y a des cinéphiles qui méprisent des figures du cinéma d'auteur comme Godard par exemple, pour en prendre un connu, ou bien qui n'aiment pas spatialement 2001 l'Odyssée de l'espace que j'avais cité plus haut. Moi par exemple, je suis pas très fan. Et en général aujourd'hui sur internet, à droite comme à gauche politiquement, on a tendance avec différents arguments à défoncer facilement le cinéma français. Certains l'estiment bien pensant, d'autres bourgeois, voire même racistes. On a tendance aujourd'hui à critiquer un film pour des raisons qui ne sont pas liées directement à l'art, mais à nos idéologies. Et ça aussi, je cherche à le dénoncer car ce sont des impasses culturelles et esthétiques. Mais alors comment on sensibilise quand on n'a pas trop l'habitude? Pour moi, il n'y a pas de recette magique. Il faut déjà évidemment s'y intéresser, avoir de la curiosité. Et je sais que tout le monde ne l'a pas, hein. Certains ne sont pas spécialement intéressés par le cinéma de base, et c'est totalement leur droit. Mais pour ceux qui aimeraient creuser, tout se joue dans la sensibilisation. Et peut-être que cette sensibilisation passe par une meilleure compréhension du cadre de la mise en scène. Mais il est toujours difficile d'analyser un film, justement, et d'expliquer pourquoi il nous a touchés. Et j'espère vous en faire une vidéo un jour. Mais ça peut peut-être déjà passer par des sujets qui nous intéressent ou qui nous touchent, avant de réussir à voir des films qui, au premier abord, ne nous semblent pas très spécialement intéressants dans le thème raconté. Et par la suite, si on aime parler d'un film après l'avoir vu, développer son sens critique pour livrer autre chose qu'un avis personnel, qui n'est pas spécialement intéressant ou original car un avis tout le monde en a un. Alors que la critique, finalement c'est une autre paire de manches. Il s'agit entre guillemets d'objectiver son avis subjectif comme le dit très bien Bégodeau, et que c'est pas forcément facile à faire. Tout passe par la curiosité, et cette curiosité, certains fans de culture de masse ont quand même plutôt tendance à la dénigrer en pensant que tout ça c'est réservé à une troupe de cinéphiles péteux. Alors, il y en a qui dénigrent facilement et qui se moquent, hein. C'est vrai, parfois je pense même le faire quand je vois des tweets disant que Dark Vador est le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Voilà, oui, ça me fait un peu rire et je m'en cache pas. Mais en revanche, je ne soutiendrai jamais un dénigrement général. Je crois en l'émancipation culturelle, car je ne m'estime pas forcément plus intelligent que quelqu'un d'autre, et j'ai réussi à avoir du recul pour m'extraire justement de ma culture cinématographique qui était très étroite fut un temps. En revanche, je continuerai à critiquer ceux qui revendiquent ce relativisme, ce chacun ses goûts des magots, et ce fameux tweet que j'avais cité qui disait qu'il ne faut pas écouter les bourgeois qui en parlent. Énorme raccourci évidemment avec l'utilisation d'un mot qui ne semble pas comprendre, car bien au contraire, l'aliénation par le divertissement est un grand favori du capitalisme et de la bourgeoisie. Et ça, faut pas oublier de le dire. Parce que ça participe à laisser les gens dans une sphère où ils ne réfléchissent pas. Et ça, moi, de temps en temps, il n'y a pas de problème, mais en permanence, c'est dangereux, car c'est là que naît ensuite la flemme de réfléchir devant un film, alors que c'est souvent une réflexion après une émotion ressentie qui est intéressante. De plus, ça vous rend addict, les franchises rentrent dans votre tête et vous avez le sentiment d'appartenir à cette franchise, un peu comme Rage le Gorilla d'ailleurs. Je vous conseille d'ailleurs cette excellente vidéo d'Antoine Goya sur le sujet. Il y va pas de main morte en ce qui concerne Marvel, mais je trouve qu'il a assez raison. Et puis dans un autre registre, j'aime aborder la question des plateaux de tournage et des différents modes de production pour que cela permette aussi aux gens d'avoir une connaissance sur la construction d'un film et sur les métiers qui les entourent. Une autre manière d'éviter de tomber dans le payé par nos impôts, intermittence égale paradis fiscal, le CNC choisit les films bien pensants, etc. Un autre ramassis de conneries qu'on a tendance aussi à entendre dans la bouche des ignares, et aussi connaître un peu l'histoire du cinéma français et du cinéma dans les grandes lignes afin d'éviter des raccourcis débiles. Bref, ma chaîne a avant tout pour objectif de donner des clés de compréhension, de réflexion et de connaissance, avec parfois un peu de provocation, mais jamais dans un but de diviser les camps par deux. Je dénonce les propos stupides, non nuancés, et je n'hésiterai jamais à dire pourquoi je trouve un film bien ou mauvais, et ce, même s'il est plein de bonnes intentions ou qu'il va dans mon sens. C'est la fin de cette première vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me rejoindre et à partager la vidéo si c'est le cas, à me rejoindre sur Twitter et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!